Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc je voulais faire un petit vlog pour actualiser un petit peu ce qui se passe en matière de surveillance numérique d'État. C'est vrai que j'avais déjà fait une série de vidéos il y a un mois, et puis force est de constater que la situation est très évolutive. J'ai pu livrer mon analyse dans le magazine Science et Vie du mois de mai. Et c'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit que d'une certaine manière, ce qui nous paraissait impensable il y a quelques mois, eh bien, se révèle être possible même dans les démocraties libérales. En tout cas, du moins, même si on a affaire à des technologies moins intrusives, se pose quand même un certain nombre de questions, et surtout parce qu'à mon sens, on est induit en erreur. Et je le regrette vraiment. Pourquoi a-t-on été induit en erreur? Tout simplement parce que on n'a pas raisonné par causalité, mais on a raisonné par corrélation. Et je vais vous expliquer en l'occurrence pourquoi. Lorsqu'en fait on a regardé les chiffres chinois, c'est vrai qu'à un moment donné, sans doute, il faudrait prendre cela avec précaution, mais on y a cru, et assez rapidement, on s'est dit, un certain nombre de spécialistes se sont dit « Ah, si la Chine s'en sort mieux que nous, c'est parce qu'elle a eu recours à la technologie dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire ». Ça a été le cas aussi pour d'autres États d'Asie, je pense notamment à la Corée du Sud, mais il y a eu aussi Singapour, et on a regardé les chiffres de Singapour et on s'est dit c'est extraordinaire, hein. Ils ont une application, donc sans doute c'est grâce à la technologie qu'on a pu faire régresser l'épidémie là-bas, même si malheureusement depuis il y a une résurgence. Donc on a été induit en erreur dès le départ. D'ailleurs, j'ai été assez étonné de voir certains médecins sur les plateaux télé dire que c'était grâce au contact tracing automatisé que les États avaient pu juguler correctement la pandémie du coronavirus. Or, il n'en est rien, il n'y a absolument aucune étude sur le sujet, on ne sait pas si c'est grâce aux technologies de surveillance, sans doute pas d'ailleurs, il faudrait peut-être davantage regarder du côté des tests et du port des masques dans la population générale, et sans doute que de ce point de vue, on trouvera sans doute des éléments bien plus probants. Pour autant, c'est poser la question, de fait en Europe, de recourir à des applications. En l'occurrence, on parle beaucoup d'une application, c'est Stop Covid. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail du protocole, ne serait-ce parce qu'il n'est pas finalisé, et surtout, le protocole est déjà très bien expliqué par d'autres chercheurs qui sont spécifiquement des chercheurs en informatique, donc je n'irai pas sur ce terrain, je vous conseillerai des vidéos que vous pourrez bien sûr consulter dans la description comme toujours. Je préfère sourcer les choses, comme ça au moins les choses sont très claires. Là, l'éclairage que je vais vous faire finalement, il est plus quand même un éclairage par rapport à la démocratie, notre rapport aux libertés. Je crois que c'est quand même quelque chose qui est assez important par les temps qui courent. Ce que je peux vous dire, c'est que finalement, ces applications, elles heurtent d'une certaine façon notre rapport aux libertés, notamment parce qu'il faut se poser la question, est-ce que le droit à la vie, par exemple, est-ce que la santé doit prévaloir sur toutes les autres libertés? Parce que, vous l'ignorez pas, il y a d'autres libertés. Il y a le respect de la vie privée, il y a la liberté d'aller et venir, etc. Et bien entendu, si on raisonne du point de vue purement médical, on va se dire, il faut tenter le tout pour le tout, il faut vraiment déployer les outils technologiques qui permettraient tout simplement d'endiguer cette propagation. Or, je pense que on ne peut pas tout faire en fonction de la santé, il faut aussi concilier avec d'autres libertés, en l'occurrence je pense à la vie privée, je pense au secret médical, parce qu'il y a beaucoup de données de santé qui sont amenées à être manipulées dans le cadre de nombreux traitements automatisés de données qui vont être mis en place par l'État. Donc on voit qu'effectivement Stop Covid n'est pas prêt, et d'ailleurs je suis assez étonné, je m'en inquiète un petit peu, c'est du point de vue de la démocratie, je trouve que le Parlement a été mis de côté de manière très importante. Il y aura vraisemblablement, c'est ce qui a été annoncé, un débat sur l'application, propre à l'application, c'est quand même intéressant. Pour autant, le vote ne sera pas contraignant.
Là où moi je m'inquiète, c'est que d'une certaine façon, le débat, si on avait vraiment voulu un débat, on l'aurait fait avant même de développer l'application. C'est-à-dire qu'il aurait fallu se poser des questions sur quelle architecture technique on déploie, est-ce qu'on déploie le Bluetooth, est-ce qu'on déploie le GPS. Moi, je suis absolument pas favorable, mais d'un point de vue démocratique, il faut se poser ces questions. Le Bluetooth est moins fiable, il est moins intrusif aussi. Et de l'autre, le GPS, il est plus fiable, mais beaucoup plus intrusif. Donc, enfin, du moins, quand je parle de fiabilité, c'est qu'il est plus pertinent, en tout cas sur le suivi des personnes, même si là, on a affaire à du contact tracing, mais c'est vrai que le GPS offre des opportunités qui ne sont pas permises par le Bluetooth. Je crois que là, c'est une question de souveraineté aussi, de pouvoir s'interroger, que le citoyen s'interroge sur le déploiement ou non de ces technologies-là, notamment par la voix de ses représentants, hein, c'est le but du Parlement, c'est le but également du président de la République, hein, qui doit également se poser ces questions. Pour autant, il a été élu sur des questions qui sont tout autres que celles du numérique, et je pense que on gagnerait véritablement à pouvoir instituer davantage de débats dans nos démocraties, et surtout avoir des vrais débats de fond, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de débat de fond. Et d'ailleurs assez souvent le débat, ce sont des questions qui sont posées, c'est pas des échanges en fait, c'est-à-dire que normalement le but d'un débat, le but d'une discussion, c'est aussi de faire changer le point de vue de l'interlocuteur. Et c'est vrai que je regrette ça, je regrette que sur les plateaux télé, par exemple, on a des spécialistes qui parfois parlent, et quand ils disent que c'est grâce au contact tracing automatisé que Singapour a pu vaincre l'épidémie, je l'ai entendu pas mal de fois, ça n'a jamais été contredit par qui que ce soit. Donc je trouve ça regrettable, parce qu'après, inconsciemment, dans la société, on va garder cette image que c'est grâce à une application qu'on arrive à vaincre le virus. Donc, moi je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Stop Covid, on en revient toujours à la même chose, c'est pas... Je pense que c'est pas quelque chose d'exceptionnel, on est dans le cadre juridique qui existe déjà, celui de la loi informatique et liberté, ou encore du RGPD notamment, ça va se reposer sur le volontariat, mais c'est la même chose. Moi je prends pas du tout l'argument de l'efficacité, moi je pense que l'efficacité c'est un faux problème, au contraire, plus efficace et plus c'est intrusif en fait. Donc dire je rejette cette application parce qu'elle n'est pas efficace, je crois pas que ce soit un bon élément. Alors que le jour où on déploiera des choses qui sont très efficaces, pour le coup, il faudrait les accepter. Non, pas du tout, ou bien au contraire. Plus c'est efficace et plus c'est potentiellement attentatoire aux libertés fondamentales. Donc je crois que là, il faudra effectivement se poser les bonnes questions, c'est-à-dire la conciliation, une fois de plus, des libertés entre elles. Est-ce qu'on peut vraiment renier totalement notre vie privée, ou du moins, si on la renie pas directement, il y a un risque qu'elle soit reniée le jour où il y aura peut-être des possibilités de réidentification des interactions sociales, ou encore des fuites concernant les données médicales des personnes qui participeront à Stop Covid. Donc je m'interroge par rapport à ça. Je m'interroge également par rapport au consentement. Est-ce que c'est pas une hypocrisie d'une certaine façon de dire bon, les personnes vont consentir. Le consentement normalement il est libre et éclairé, il doit être univoque notamment. Je me dis, est-ce que c'est pas de l'hypocrisie ? Est-ce que si on veut vraiment se donner les chances d'un éventuel succès avec cette application-là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu passer par quelque chose d'obligatoire, enfin d'une certaine manière, parce qu'on a l'impression que par l'intermédiaire du consentement, à un moment donné, on a, et ça a été le cas d'ailleurs dans d'autres États, où s'est posé la question de savoir, bon bah les personnes qui ont installé l'application, elles auront le droit de jouir de davantage de liberté que les autres. Là, ça touche au consentement. Je veux dire, c'est plus du consentement, parce que si vous avez le droit d'emprunter les transports en commun parce que vous avez installé cette application-là, c'est plus du consentement, parce que si vous devez prendre les transports en commun, vous n'avez pas le choix. Donc on en revient toujours à la même chose, et j'en reviens même
au fait que ça a des conséquences juridiques, l'installation de cette application. Je prenais l'exemple d'un scénario qui a été pensé par Next Impact, le site d'information que je vous recommande par ailleurs. Je mettrai le lien dans la description. Où concernant la prorogation de l'urgence sanitaire, qui va reposer notamment sur Stop Covid et puis sur l'isolement des personnes, donc le confinement des personnes, qui pourra être décidé par le préfet, où là on se pose quand même des questions, c'est-à-dire qu'une personne qui a installé l'application et qui reçoit la notification comme quoi elle a été en contact, alors déjà c'est en contact avec des personnes, la technologie Bluetooth a ses limites, c'est très, très imprécis, des contacts avec des personnes, et au final on vous invite à vous faire tester. Enfin, c'est pas logique, c'est un peu le but de l'application. On vous fait tester là où vous vous rendez compte que vous êtes positif. Eh bien, que se passe-t-il ? Votre positivité, elle est transmise dans une base de données, et là, ça peut avoir des conséquences juridiques, parce que l'ARS va vous dire, par exemple, vous devez rester confiné. Et vous refusez. Et vous refusez à de multiples reprises aux injonctions en disant non, moi je suis malade, mais je veux pas rester confiné, d'ailleurs je vais porter un masque, je sais pas, admettons, peu importe, un masque vraiment très protecteur, et bien là, dans ce cas-là, le préfet pourra exiger que vous soyez confiné. Donc on voit bien quand même que l'installation de l'application dans ce cas de figure, elle a des effets juridiques. Enfin, c'est indéniable, elle a des conséquences juridiques qui sont pas négligeables. Et je m'interroge toujours finalement sur cette question, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aura pas installé l'application, qui plus est, qui est totalement asymptomatique, qui ne se rend pas compte, va pouvoir circuler sans problème, alors que la personne qui de bonne foi a voulu installer l'application pour rendre service, eh bien va se retrouver bien davantage piégé que les autres personnes. Donc voilà, c'est un scénario qui est pas non plus négligeable. Donc, pour montrer un petit peu quand même que l'application, elle a un certain nombre de travers, et que c'est pas seulement pour savoir si on est positif ou pas. Ça peut vraiment conditionner un confinement qui pour le coup serait obligatoire, même si bien entendu, je me doute bien que les personnes qui ont installé l'application vont jouer le jeu. On a également la multiplication des outils, donc là je vous en parlais, il y a Stop Covid, mais il n'y a pas que ça, il y a Allo Covid, donc là maintenant vous pouvez appeler une plateforme avec un assistant virtuel qui va vous renseigner sur vos symptômes, voir si c'est ceux du coronavirus ou non. Ensuite, vos données, elles vont être anonymisées, elles vont venir enrichir les bases de données d'autorités de santé pour mieux modéliser la propagation de l'épidémie. Bon, je trouve que là, c'est la même chose. Je trouve que c'est normal de modéliser la propagation de l'épidémie, ça nécessite des données. Pour autant, on n'a pas vraiment alors c'est à des fins statistiques et de recherche, mais à l'origine, je veux dire, un patient, quand même, s'il appelle un numéro, c'est pour avoir des renseignements. Je veux dire, là, c'est vrai que c'est un petit peu froid. On a affaire à un assistant virtuel et on a l'impression que sa seule priorité, façon de parler, c'est de collecter des données sur les personnes, parce qu'il n'y a que les données qui nous intéressent, en fait, pour savoir où en est l'épidémie. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne se soucie pas davantage du patient. Je trouve que ça dénote également notre rapport à la santé, qui est en train d'être de plus en plus automatisé, qui est une gestion quantitative de la masse, en fait, finalement. Et on se soucie moins des individus, et je trouve que cette crise sanitaire est en train d'exacerber cela, ce qui m'inquiète particulièrement. On a aussi d'autres dispositifs, cette fois-ci, qui sont des dispositifs locaux. Là, on a tout un tas d'initiatives locales qui sont en train de pulluler, et c'est vrai que il y a des craintes par rapport à ça, parce qu'on voit déjà que dans le cadre du déconfinement, on va donner beaucoup de marge de manœuvre au local.
Ça peut être une bonne et une mauvaise chose, hein. Je pense que là, moi j'ai pas d'avis tranché sur la question. Cela étant, la tentation locale, parfois, elle est aussi de faire le plus possible, et donc de concilier le moins possible les libertés entre elles. On voit, par exemple, émerger des caméras qui vont tout simplement vérifier le port du masque dans la rue, ou encore des caméras qui vont s'assurer de la bonne distanciation physique des personnes. Je pense à Cannes par exemple. Là on a quand même vraiment un souci, parce que est-ce que c'est vraiment utile, ne serait-ce que pour avoir des données, parce qu'en fait ce sont des données qui vont être utilisées comme outil d'aide à la prise de décision publique. C'est pour se dire, ah bah voilà, dans telle rue, la distanciation sociale peut pas être respectée, donc je vais ensuite signer un arrêté pour l'autoriser que dans un sens de circulation, par exemple. Bon, là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment utile de mettre des caméras ? Est-ce que c'est normal de prendre le risque de mettre des caméras alors que l'élu local aurait pu très bien observer le comportement des personnes à 17h, juste pour se dire, effectivement, cette rue est trop étroite, donc je vais réglementer. Voilà, je trouve qu'on veut vraiment tout automatiser, ça en devient très inquiétant finalement, parce qu'on se dit que les finalités sont un petit peu futiles par moment. Et en plus, on a affaire à des dispositifs très coûteux, c'est un petit peu gadget, et par contre c'est attentatoire aux libertés fondamentales. Donc il faut quand même avoir aussi des réflexions sur ces sujets-là. On collecte beaucoup de données, qu'est-ce qu'on va en faire ? Il y a aussi beaucoup de doutes, hein. Là on est dans le cadre de l'expérimentation. D'ailleurs le cadre juridique à ce sujet n'est pas toujours très clair, et je trouve que c'est très inquiétant. En fait, ce qui m'inquiète particulièrement avec le déploiement de ces technologies, c'est qu'en réalité, c'est l'effet cliquet. C'est d'une certaine manière, j'ai l'impression, une ligne rouge qu'on est en train de franchir par rapport à nos valeurs, en fait, les valeurs du libéralisme politique aussi, qui fait que l'État, dans certains cas, va s'interdire d'intervenir pour justement nous permettre l'exercice de certaines libertés. Et en l'occurrence, je pense à la vie privée. Moi, je pense que le secret médical, c'est la même chose. Je pense que c'est vraiment très important. Alors même si Stop Covid a fonctionné par l'intermédiaire du pseudonymat, par des identifiants qui vont être générés de manière aléatoire, etc., le risque ne peut pas être exclu, enfin, bien entendu. Quel que soit le protocole sur lequel va reposer l'application, le risque existe toujours. Et même, j'ai envie de dire, le problème, il est aussi là, c'est que ce mécanisme, enfin cet outil, une fois qu'il va être déployé, est-ce qu'on va pas être tenté de vouloir l'utiliser pour d'autres usages ? Un jour, peut-être qu'on se dira, bon, eh bien, utilisons-le pour la grippe, utilisons-le pour d'autres virus, qui sont moins virulents que le coronavirus, mais la question pourrait se poser. Et puis, peut-être qu'un jour, on dira, bon, eh bien, on estime que l'absentéisme en entreprise, à cause de la maladie, est trop important, on rend ça obligatoire. Si l'économie devient la seule liberté sur laquelle il faut prendre des décisions, eh bien on pourrait dire rendons cela obligatoire, et comme ça, dès qu'une personne est malade, on la confine de force, et puis les autres travailleurs ne prendront pas le risque de tomber malade. Donc pour plus de productivité notamment. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire vraiment très attention avec ces outils. Et je pense que la force du droit, c'est d'interdire certains usages. D'interdire certains usages, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation d'urgence sanitaire qu'on doit tout se permettre. Je pense qu'on peut raisonnablement obtenir des résultats par d'autres moyens. Je pense aux tests, je pense également au port du masque, et des masques efficaces, pas des masques en tissu qui sont parfois pas du tout aux normes. Enfin, je veux dire, on sait que c'est une maladie qui est respiratoire. À partir de ce moment-là, il faudrait peut-être s'intéresser à cette protection-là. Je pense que ça me semble encore plus important que de développer une application. Donc, en tout cas, je crois en cela. Alors, Stop Covid pose également des questions de souveraineté numérique.
C'est assez important. La souveraineté numérique, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il faut avoir, ça fait référence au souverain. Donc, par exemple, en l'occurrence, en France, le souverain, c'est le peuple qui va exercer le pouvoir, soit directement, soit par la voix de ses représentants. La souveraineté numérique, c'est-à-dire que lorsqu'une décision va être prise par les citoyens, par le peuple, d'une certaine manière, voilà, le peuple, eh bien, il faut quand même qu'on garde la maîtrise des choses. Surtout sur le point de vue technologique, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sociétés qui interviennent, notamment privées, avec des intérêts qui sont soit économiques ou soit les intérêts d'autres États. Là, je trouve que pour le coup, même si je ne suis pas favorable à l'application, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait un protocole, notamment développé par l'INRIA, mais aussi par c'est une initiative franco-allemande, si j'ai bien compris. Donc je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien. Pour autant, même si on a le code, même s'il est transparent, le plus parfait du monde, je crois qu'on va avoir d'autres problèmes. On va avoir d'autres problèmes parce qu'on s'aperçoit déjà que ça va tourner sur du iOS, ça va tourner sur du Android, ça tourne sur des systèmes très opaques, on ne sait pas trop ce qui s'y passe par moment, et également, ce sont des traitements qui vont être exécutés par des composants sur le téléphone dont on ne connaît pas trop la provenance. On sait qu'il peut y avoir des portes dérobées dans les composants des téléphones, et moi je pose la question, très clairement, est-ce que cela n'est pas un risque pour nos informations, nos données sensibles, que d'avoir une telle application qui tournerait sur ce type de téléphone? On n'a pas de garantie par rapport à ça. Je sais que Bloomberg, à un moment donné, avait fait une enquête en disant que les Chinois implémentaient un petit composant qui permettait de siphonner les données. Ça avait été démenti après par un certain nombre d'experts, mais techniquement, après tout, ce n'est pas totalement impossible. Et on se dit qu'on a beau mettre un protocole qui est développé par la France, est-ce qu'on est vraiment souverain par rapport à ça? Moi, je n'en suis absolument pas certain. Donc je crois qu'à un moment donné, il va falloir aussi des garanties. Et je crois que le plus important aussi, c'est le débat démocratique qui doit avoir lieu sur ces questions, et pas une fois que l'application est déployée, parce que là, ça serait trop tard. Je crois que maintenant, c'est vrai que dans Science et Vie, je disais il faudra un débat, mais je crois que maintenant, il faut un débat. Il le faut dès à présent, pas une fois que l'application sera déployée, c'est trop tard. Et il faut que les citoyens s'approprient ces questions. Et c'est vrai que la Ve République ne permet pas toujours l'expression de l'avis citoyen, et de la même manière, eh bien, le Parlement, et ça c'est quand même un défaut de la Ve République, on a une dérive présidentialiste, voilà, c'est une surprise par personne, c'est quelque chose qui est admis par tous les constitutionnalistes, donc on a un problème quand même institutionnel important aujourd'hui en France. Le Parlement est parfois qu'une chambre d'enregistrement. Je crois que là maintenant il est temps vraiment de se poser des questions pour correctement concilier les libertés entre elles, et bien entendu dans le respect de la Constitution, parce que c'est la Constitution qui protège nos libertés, et c'est précieux, et ça fait aussi référence au contre-pouvoir. Je pense notamment au Conseil constitutionnel qui doit se poser les bonnes questions au bon moment, et ce n'est pas parce qu'on est en période d'urgence que nécessairement il va falloir autoriser tout. C'est vrai qu'on a l'impression que par moment les juges, je pense notamment aux juges administratifs ou aux juges constitutionnels, a tendance à parfois ne pas vouloir s'immiscer trop dans certaines prises de décision politiques, même si c'est du droit, puisque bien entendu ce sont des études juridiques, mais pour autant je pense qu'elles n'ont pas très envie d'aller à l'encontre parfois des gouvernants, parce que on pourrait imaginer que c'est le gouvernement des juges, etc. Je pense que les juges sont très vigilants sur cette question-là, mais je crois que par moment, il faut savoir aussi jouer son rôle de contre-pouvoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager ce contenu et à
bien entendu débattre dans les commentaires. Je crois que c'est vraiment l'occasion et c'est toujours très intéressant également, ne serait-ce que parce que vous n'êtes pas d'accord, peut-être pas d'accord avec moi. Donc c'est toujours enrichissant de pouvoir lire vos messages et prenez soin de vos proches, hein, et de vous-même et je vous dis à très bientôt sur les internets.